moi, je le ressens, le mépris culturel, en fait, c'est ce que Bourdieu aussi appelait des violences symboliques, mais il n'y a rien de symbolique. Enfin, elles sont symboliques parce que ce n'est pas des violences physiques, peut-être, mais en fait, elles font des choses au corps aussi. Et elles participent un peu, comme on l'a démontré chez les féministes, de créer un continuum de la violence, parce qu'on va commencer par des blagues sur les prénoms, sur les métiers, sur la caravane, sur la coupe du mulet. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité Miroir pour cette rencontre organisée donc par les Territoires de la Mémoire en partenariat avec la SBL Mnema que je remercie. Alors une rencontre donc avec Rose Lamy. Bonsoir Rose et merci d'être là. C'est bon, ça marche. Oui. Une rencontre donc autour de votre dernier livre, Ascendant Beauf, paru aux éditions du Seuil. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre en 2019, qui a un joli succès, qui compte plus de 250 000 abonnés. Et vous avez publié chez JC Lattès Défaire le discours sexiste dans les médias en 2021 et chez le même éditeur En bon père de famille en 2023, où vous vous employez à déconstruire la figure du bon père de famille, du père de famille. Et c'est un peu le même processus, quelque part, qu'on va suivre ce soir avec la déconstruction d'une autre figure, celle du beauf, donc. Alors pour les Wallons, ça peut être le baraki, ça peut être le cassos, ça peut être le plouc. Bon, voilà, chacun son vocabulaire. On va en parler. Alors vous partez, et c'est important, de votre expérience personnelle, de votre famille, de vos origines, et auquel vous donnez des éclairages sociologiques, mais voilà, sans prétention à la sociologie, mais avec un témoignage personnel et un récit personnel assumé. C'est important, je pense, de le dire. Alors cette rencontre, elle se propose de porter quelque part un regard critique sur le camp de la gauche, d'un certain élitisme de gauche, d'une certaine manière, un certain élitisme parfois culturel ou militant, qui parfois fatigue ou fait grincer des dents, à raison ou à tort. Et voilà, il nous a semblé que c'était intéressant d'organiser cette soirée en regard aussi de certains enjeux politiques actuels face à une droite radicale ou à une extrême droite qui prend de plus en plus de place et de plus en plus de mesures particulièrement violentes. Et donc l'idée, c'est de proposer un peu cette soirée comme une petite introspection sur une pierre qu'on a peut-être aussi dans notre jardin. Je dis notre, je n'inclus pas toute la salle ici, mais enfin voilà, je parle aussi de ce lieu. Et je me permets de le faire parce que Rose Lamy, ce livre, il est adressé à votre propre camp, celui de la gauche. Donc voilà, alors peut-être pour poser d'abord le cadre, j'ai envie de vous demander d'où il vient ce livre et qui sont les beaufs et qui dit vaste question, qui sont beaufs. Nous prend toute la soirée. J'imagine. Merci donc d'être venu en nombre et merci pour la chorégraphie sur Jean-Jacques Goldman. Voilà, merci. Ça, c'est pas souvent, mais c'est de plus en plus. Donc j'apprécie beaucoup. Les beaufs, Ascendant Beauf, c'est venu d'une idée de livre, de faire un peu défaire le discours classiste dans les médias, ce qui aurait été un petit peu feignant, parce que je me serais basée sur le premier, et voilà. Mais j'ai voulu quand même un peu répertorier tous les discours de mépris de classe qu'on peut entendre dans les médias, et en France, en tout cas. Ça ne manque pas entre les sans-dents, les gens qui ne sont rien, ceux qui ont raté leur vie s'ils n'ont pas une Rolex. Là, on a Bérou récemment qui a parlé de la France comme Jojo, Jeannot et Simone. Jojo, le gilet jaune par Macron. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de matière. Gilles Legendre aussi qui a dit que si sa réforme sur le pouvoir d'achat n'avait pas marché, c'est qu'ils avaient été trop intelligents et trop subtils dans leurs explications. Ça, c'était La République En Marche aussi. Donc j'avais vraiment des tonnes et des tonnes de contenu qui commençaient à s'amasser. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de voir que j'en avais aussi de la gauche. Voilà, des sketchs de France Inter qui se moquent des prénoms,
Voilà, des propos sur la télé-réalité, sur Cyril Hanouna, sur des trucs comme ça. Moi, j'aime pas du tout Cyril Hanouna, mais voilà, je voyais quand même aussi que la gauche occupait une place aussi dans le mépris de classe. C'était un mépris de classe différent. Et j'ai fait la rencontre du beauf au fil de mes lectures, et ça m'a paru évident qu'il fallait en parler. Et moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien quand il y a des personnages. J'aime bien partir d'un personnage qui existe sans exister, un peu comme les bons pères de famille. Il m'a semblé que le beauf existait sans exister. On peut s'y référer et tout le monde sait de quoi je parle. Et à la fois, si on interroge chaque personne, on n'aura pas la même définition. Donc déjà, je trouve ça passionnant. Et pour les bons pères de famille, c'était assez relatif aussi, comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai humblement essayé d'en faire une petite description. Au final, c'est pas du tout un essai sur les catégories de beauf et sa sociologie. C'est plus une analyse de l'assignation beauf, du fait qu'on m'a assigné beauf, que moi j'ai assigné des gens beauf, comment on se renvoie la balle et comment on s'agresse les uns les autres, à qui ça profite et d'où ça vient. Et j'ai été déçue d'apprendre que ça venait du camp de la gauche, son invention, dans les années 70. Vous voulez expliquer en quelques mots comment ça s'est passé? Je peux expliquer, ça vient de Cabu, le dessinateur de Charlie Hebdo. Il l'a dessiné pour la première fois en 72. C'était pas Charlie Hebdo, c'était Harakiri, je pense, à l'époque. Et il l'a inventé. Donc lui, il a fait plusieurs beaufs après. Il y en a eu d'autres dans les années 80 qui étaient un peu le nouveau riche, qui avait un petit catogan et qui s'achetait des œuvres d'art juste pour spéculer, mais qui n'y connaissait rien. Et puis après, il y en a un troisième qui est fils, qui est un petit peu un start-upper macroniste, un peu plus récent. Mais moi, je parle du premier beauf, donc de celui de 72. Qu'il a inventé. Enfin, moi, je pense qu'il l'a capté dans l'air parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la société française et qu'il a construit avec son antagoniste, le Grand Duduche, qui est très important aussi. Donc, ces deux personnages qui s'affrontent en permanence et qui sont absolument contradictoires sur tous les plans. Donc, le beauf, il est bedonnant, il a la soixantaine, il est conservateur, il a une moustache, une calvitie, il porte un marcel, il est violent avec sa femme. Enfin, il y a des BD affreuses d'ailleurs, des extraits affreux. Voilà, il est raciste, xénophobe, conservateur, anti-écolo, chasseur. Et le Grand Duduche est tout l'inverse. Donc il est jeune, élancé, il a des petites lunettes, il est lycéen, il est antiraciste, féministe, voilà, pour être woke en fait. C'est un truc qui se rejoue un peu, j'ai l'impression. Et voilà, il l'a dessiné en 72 dans un contexte particulier aussi que je peux expliquer parce que je pense que c'est important. En fait, il l'a fait après mai 68 et en France, pendant mai 68, il s'est passé quelque chose de très important. Et je reprends moi la thèse du sociologue Gérard Mauger. Donc c'est une des personnes qui a le plus écrit sur le beauf et lui, c'est son analyse que moi je reprends. Il y a des gens qui vont être en désaccord aussi avec cette histoire, mais moi je pense que c'est ça. En fait, mai 68, c'est un grand mouvement social. Il y a des grèves dans les usines, il y a des universités bloquées. Et vraiment, il y a ce sentiment que la révolution est imminente, que ça va craquer, que le pays va basculer. En tout cas, chez les gens de gauche qui sont en train de mener qui sont en train de mener mai 68. Mai 68, c'est notable parce qu'il y a une alliance entre les intellectuels et les ouvriers. Il y a d'ailleurs des établis, donc des intellectuels qui se déclassent pour aller en usine, participer aux grèves et au blocage. Et on est vraiment dans cette idéologie de l'ouvrier par qui la révolution arrive. Voilà, on est dans cette idéalisation du monde ouvrier et dans la culpabilité de la bourgeoisie, du petit bourgeois. Et on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc c'est De Gaulle qui fait une dissolution de l'Assemblée nationale, comme on a pu voir récemment. Donc dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, la population, les classes populaires et les classes moyennes votent en masse pour la coalition de droite, pour Charles de Gaulle, et donc symboliquement contre mai 68. Et c'est là que naît chez les gauchistes, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, donc un sentiment de trahison d'une partie des... Enfin, les gauchistes se sentent trahis par ces classes populaires et moyennes qui votent à droite, qui sont conservatrices et qui ont mis fin à leurs rêves révolutionnaires.
Voilà. Et pour Gérard Mauger, qui a écrit un article qui s'appelle « De l'homme de marbre au beauf », c'est ça qu'il essaye d'expliquer. L'homme de marbre, c'était l'ouvrier magnifique, le métallurgiste. Dans les images soviétiques, voilà, le grand ouvrier. Mais pourquoi ça ressaute? C'est fou. Il y a un complot conservateur contre moi. Bon, j'allais dire, c'est peut-être... ça marche bien chez moi. Moi, je voulais vous demander quel est le lien en fait entre beauf et classe populaire. Oui, et ben moi le lien que je fais, c'est que je pars de cette théorie-là, que ça vient des classes, enfin ça désigne les classes populaires de droite et d'extrême droite maintenant. Que ça désigne qui se sont en fait c'est des pauvres qui sont autonomisés du projet de la gauche, quoi. Donc il y a un sentiment comme ça. Donc classe moyenne, classe populaire. Moi, je pars sur ce principe-là, et je pense que ce que je disais, il y a tellement de définitions du beauf qu'on va dire que Trump c'est un beauf, qu'on va dire que Sarkozy c'est un beauf, qu'il y a plein de beaufs qui sont riches en fait. Mais moi, j'ai parlé de l'affrontement Grand-Duduche et le beauf de Cabu, qui continue encore maintenant, à mon sens, sous les traits du woke et du tonton raciste, par exemple. Je trouve que cette dynamique, elle continue en 2025. Et c'est pour ça que, pour moi, ça parle encore des classes populaires et des classes moyennes. Est-ce qu'on peut en venir justement à la question culturelle, parce que dans les définitions qu'on peut donner du beauf et que vous reprenez sur le beauf, il y a cette idée du capital culturel qui, semble-t-il, manque au beauf. Oui. Je propose peut-être d'y venir quelques instants, et puis après on passera au petit extrait musical pour vous remettre un peu dans le bain. C'est Bourdieu, hein, C'est vraiment vous, hein. On peut encore échanger, mais... Je comprends pas. Je pense que là, ça va. Ça me perturbe. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc le fameux capital culturel. Ah oui, donc c'est Bourdieu. Bourdieu, bon, je simplifie parce que c'est très complexe et que voilà. Mais pour lui, dans les capitaux culturels, dans les capitaux dont on dispose, il n'y a pas que le capital économique. Le capital économique est très important parce que ça nous met dans une catégorie sociale, mais pas que. Il y a avec ça le capital social, donc le réseau qu'on va avoir, la capacité à se trouver des médecins compétents, à faire entrer ses enfants dans des écoles, des trucs comme ça. Le capital symbolique, donc la possibilité d'avoir des prix, une reconnaissance, des titres, des diplômes. Et il y a le capital culturel qui est associé au capital économique, mais pas que, et qui est un savoir-être, des connaissances académiques, littéraires, savoir parler en public, ne pas faire de fautes d'orthographe dans son CV. Voilà, donc il y a tous ces capitaux-là. Et bon, un peu pour résumer en une ligne, moi, si on estime que on est pauvre, que les pauvres manquent de capitaux économiques, alors voilà, ils sont obligés d'avoir recours aux services sociaux ou je n'en sais rien. Quelque part, le beauf, c'est celui qui manque de capital culturel, qui est très bas en capital culturel par rapport aux autres, qui n'a pas réussi à adhérer à cette grande aventure méritocratique de la transformation culturelle, qui n'a pas été bon à l'école, qui ne s'est pas transcendé, qui n'a pas lu Marx au coin du feu en rentrant de l'usine, qui se complaît devant la télé, qui ne veut pas se changer, qui ne veut pas se transformer. Il y a un truc un peu comme ça d'autonomie, de liberté, de laisser aller, quoi. Je vous propose un petit extrait musical. C'est un peu gênant, hein. Là, je vois moins le lien, mais... Mais est-ce que c'est gênant, en fait, Rose,
Est-ce que c'est gênant cette situation? Bah, non, mais c'est bizarre aussi parce que je vais la voir en concert au Zénith d'Orléans le 22 octobre, donc qui est au courant Ou alors c'est le fruit du hasard? Ou j'en ai parlé? Oui, je me suis renseignée quand même. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je suis tellement contente que j'en parle partout. Mais donc, ça, c'est le beau faux présent, par exemple. C'est le beau faux présent, et c'est bien de pouvoir dire qu'on l'assume au présent, que ça n'est pas, on pourra y venir tout à l'heure, mais parfois ça devient cool de dire qu'on aime qu'on a certains goûts culturels qui auparavant étaient considérés comme ringards et puis qui tout d'un coup deviennent cool. Oui, c'est vrai, que là on n'est pas dedans. Mais donc une des... Non, mais je dis ça avec amour parce que j'y vais. Mais oui. Mais une des formes que prend donc cette violence sociale, cette violence culturelle, et d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose, ce mépris social / mépris culturel, une des formes qu'il prend, c'est la forme de la culture. Ça passe par les goûts ou les dégoûts qu'on peut avoir, que ça soit musicaux, cinématographiques, de loisirs aussi. Alors, ça se manifeste comment, en fait, ce mépris qui passe par la culture, et qu'est-ce que ça produit comme effet concret sur la vie des personnes qui sont la cible de ce genre de moquerie? C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est d'illustrer la manière dont on s'agresse mutuellement, soit en désignant les autres beaufs, soit en étant désigné soi-même beauf, parce que Cabu disait ça aussi, on est tous le beauf de quelqu'un, et c'est très vrai en fait. C'est tellement une figure relative qu'on va toujours être le beauf de quelqu'un. Et c'est un ping-pong que je trouvais vraiment intéressant d'essayer de comprendre. Et c'est tellement complexe, et je suis donc pas sociologue, que j'ai voulu partir de l'expérience, parce que moi je le ressens, le mépris culturel, en fait, c'est ce que Bourdieu aussi appelait des violences symboliques, mais il n'y a rien de symbolique. Enfin, elles sont symboliques parce que c'est pas des violences physiques peut-être, mais en fait elles font des choses au corps aussi. Et elles participent un peu comme on l'a démontré chez les féministes, de créer un continuum de la violence, parce qu'on va commencer par des blagues sur les prénoms, sur les métiers, sur la caravane, sur la coupe du mulet. Voilà, on va appeler des territoires la diagonale du vide. C'est d'où je viens en France quand même, la diagonale du vide. J'apprends à l'école, je vis dans la diagonale du vide. Ça donne pas beaucoup de perspectives d'y rester. Et puis, voilà, c'est horrible de dire ça à des gens qui y sont et tout. Et tout ça prépare un terrain de déshumanisation et d'insensibilité au sort et des personnes et aussi des territoires, parce qu'à partir du moment où vous avez dit que c'était la diagonale du vide, on arrive aux déserts médicaux assez rapidement, et on arrive à les accepter assez rapidement, parce que de toute façon c'est vide, donc c'est normal qu'il y ait un désert médical aussi qui suive. Et c'était vraiment le projet du livre, de montrer que c'était pas... Parce que j'aurais pu... Enfin, ça serait facile de dire c'est mal de critiquer les beaufs et d'être dans un discours un peu moral ou plus théorique, mais je voulais vraiment montrer les liens, en fait, vraiment ce continuum du mot, du fait qu'il peut faire mal physiquement, déjà, et qu'il mène à la mort, en fait. Il y a des gens qui meurent au travail, il y a des gens qui meurent de ces violences déshumanisantes. Il y a littéralement maintenant dans les déserts médicaux, pour parler des territoires, qui ont une espérance de vie diminuée d'1 an et demi en France, selon qu'ils habitent en ville ou en désert médical. Donc voilà, je parle beaucoup de morts dans le livre, malheureusement. Et j'ai appris qu'il y avait une surreprésentation des accidents de la route sur les départementales. Donc il y a plein de... Voilà, c'est très concret, ça aussi, dont je voulais parler. Moi, j'ai perdu beaucoup d'hommes dans ma famille, accidents de la route, des maladies liées au travail, de boulanger, travail de nuit, manutention. Et en fait, j'ai une famille où les hommes sont mortaux. Et j'ai cru que c'était une histoire individuelle, que c'était le destin, que c'était pas de chance. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures aussi sur la classe sociale, j'ai fait le lien. Je me suis dit, non, il y a... il y a des statistiques qui disent qu'il y a une espérance de vie diminuée chez les ouvriers et chez les boulangers. Ça, je l'entends depuis toujours, depuis que je suis militante, donc depuis toujours. Et j'avais pas tilté que ça me concernait. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un discours rationnel que j'entends pas alors que je suis concernée? Et du coup, je me suis dit, c'est parce qu'il faut le raconter de manière plus sensible, un peu comme ce qu'on a fait avec les féminicides.
Ce qu'on a fait chez les féministes, on a été plus efficace, plus concrète, plus sensible pour mobiliser les gens. Mais vous racontez que, si je ne dis pas de bêtises, que parce que vous dites que vous ne vous en rendiez pas compte, en fait, vous vous êtes rendu compte de cette réalité sociale et de ce mépris culturel quand vous avez quitté votre ville natale, si je ne dis pas de bêtises. Un tout petit peu avant, au lycée, j'ai bien capté parce que moi j'étais en section littéraire, c'est pas exactement pareil ici, mais nous avant on choisissait sciences, éco ou lettres. Et moi je suis allée en section littéraire et j'ai bien vu que j'avais pas lu la moitié des livres que les gens avaient lus dans ma classe, que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, je manquais de culture générale en fait. Et dans cette section-là, j'ai commencé à avoir des copains du centre-ville de Bourges qui allaient voir les films en VO. Donc nous, c'est un big deal en France, la VF et la VO. Et moi, j'ai jamais vu un film en VO de ma vie à ce moment-là, quoi. On regarde tous les films en VF et c'est même chiant d'aller voir des films en VO. Mais moi, du coup, je commence à les imiter. Donc, je vais plus au méga CGR, mais je vais à la Maison de la Culture voir des films en VO. Et puis, je rentre et je dis à ma famille, c'était vachement bien. Requiem for a Dream, oh là là, j'ai pleuré, ça durait 3 heures. Donc, je commence un peu à faire ma distinction quand même. Hein. Je sais que ma famille, à un moment, me propose d'aller voir Notre-Dame de Paris au Zénith d'Orléans. Et je fais non, franchement, moi, je vais travailler. Et j'ai regretté, j'étais toute seule chez moi. Peut-être des gens qui ont vu Notre-Dame de Paris ici, c'est pas une honte. Hein. Ben non, mais je rêvais d'y aller. Et quand j'étais toute seule devant mon plat de pâtes et que toute ma famille était partie le voir, j'ai regretté ma décision immédiatement. Mais voilà, je ne suis pas allée voir la dernière tournée de Goldman aussi pour ces raisons de snobisme. Ça, je ne m'en remettrai jamais. Mais bref, donc je fais tout ça. Je sais que j'ai un déficit en culture, qui a un petit chemin à faire, que je suis encore pétrie de l'idée que quand on veut, on peut. Que voilà, j'ai des livres à rattraper, j'ai un petit carnet avec les livres à rattraper, je les coche quand je les ai lus. Voilà, je suis une bonne élève et je fais ça. Et puis, je vais à la fac d'histoire, donc ça marche pas du tout, la fac. Je travaille pas assez et je me mets à bloquer la fac avec les syndicats d'extrême gauche dans lesquels je suis et je siège au CA de la fac. Et donc je commence à traîner avec des gens de la bourgeoisie culturelle, des militants, des universitaires et compagnie. Et c'est là en fait que... Bon, je sais que j'ai rien lu niveau militant non plus, donc pareil, hein, je capte tous les écarts que j'ai, et je me dis, ça aussi, quand on veut, on peut, on va y arriver. On va lire La Distinction de Bourdieu, on va lire Marx, on va y aller. Donc j'étais hyper volontaire, et puis il y a ce soir que je raconte, là, qui est un peu dans l'ouverture du livre, où je fais une soirée avec ces gens-là, ils mettent Joe Dassin, je me lève comme un ressort, genre... Waouh, génial, vous aimez ça, c'est trop bien. Et en fait, je vois que là non plus, ils n'aiment pas, mais qu'ils le mettent un peu de manière ironique, second degré. On me dit que c'est un plaisir coupable, qu'on l'a acheté pas cher à la bourse à la foire aux 10, donc il ne fallait pas que ça vienne des parents, tout ça, je comprends. Et on me parle de plaisir coupable, et là... Bon, sur le moment, je dis ouais, moi aussi, c'est trop un plaisir coupable, alors que je l'écoute depuis que je suis petite et je connais tout de Joe Dassin, mais même des trucs de reprises, même le Pas glorieux, je le connais. Et donc je mens encore, je dis oui, moi aussi. Et puis je rentre chez moi et je fais mais alors ça aussi, il faudrait que je renonce. Il faut que j'ai de la culture en plus et que j'enlève en fait la culture que j'ai. Et c'est là que je me dis non. Joe Dassin, c'est pas possible. C'est trop structurel. Goldman, c'est mort. Balavoine, c'est mort. Starmania. Goldman, c'est mort ? Ah non, mais que j'arrête d'écouter. Pourtant, c'est marrant parce que je sais pas vous, mais Goldman, il y a au côté populaire beauf, mais il y a au côté cool à télo aussi. Ah bon ? Il y a un peu les deux. Pas à mon époque. Hein. Peut-être maintenant. Peut-être que je viens de me ridiculiser. Alors je ne sais pas. Quand ils arrêtent ou quand ils meurent, après ils deviennent... Peut-être Goldman, comme ça fait longtemps qu'il a arrêté, ça devient bien. Mais moi, je me rappelle quand il a sorti Chanson pour les pieds, là, son dernier, avec Tourner les violons, les journaux vomissaient. Hein.
quasiment. Donc maintenant, il est peut-être branché, mais ça va. Moi, je n'arrive pas à suivre la marche de la gentrification, forcément. J'allais y venir justement. En temps réel, mais Goldman, il me semble pas qu'on y soit déjà. Bon, après, on pourra en discuter, mais... Il a fait des chansons pour Grégoire et tout. Non, moi, je crois pas. Bon, on va s'en tenir à Famille, qu'on a mis en ouverture. Ben bon, bref, c'est moi qui vous dirais que j'aime beaucoup Goldman, et donc voilà, c'est pas grave. Moi aussi, hein, je pense qu'il y a un malentendu. Hein. Ce processus de gentrification culturelle, il fonctionne comment, en fait? Parce que, effectivement, peut-être certains... Alors là, je m'expose encore un peu trop, mais tant pis. Johnny, ça devenait cool de l'aimer un peu, pas pour tout le monde, Michel, bien sûr, après sa mort. Et donc, voilà, c'est quoi ce processus, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des trucs qui deviennent manifestement cool, alors que quelques années auparavant, on trouve ça complètement honteux et ringard. Et c'est le fameux plaisir honteux. Ouais, et ben Johnny, on peut en parler. Moi, mon père était fan. On a hérité de ses vinyles, de ses cassettes audio. Et moi, je suis allée le voir au Stade de France en 2009, avec les places à 49 € que j'avais acheté et tout. J'y suis allée avec un copain. Et on était un petit peu ironique au début. Je suis honnête, je vous dis tout. Et on se disait, ouais, ça va être marrant et tout. Et en fait, on s'est fait prendre dès la première note. Je ne sais pas comment cette personne peut tenir le Stade de France comme il l'a fait. Et j'ai fini à faire mourir d'amour enchaîné. Comme tout le monde, et en fait, il n'y a pas du tout eu d'ironie et de premier degré. En fait, on connaît toutes les chansons parce que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je les connaissais toutes. Et on est sortis, on s'était fait laminer par ce concert, et c'était trop bien. Mais je sais qu'en 2009, c'était très mauvais goût de dire ça en soirée, ou à ses copains, ou même à sa famille. Je vais voir Johnny. Hein. C'était bouffe, land, voilà. En 2009. Et maintenant qu'il est mort, bah, ça a complètement changé. Et moi, ça me fait souvent penser à ce qu'on dit des féministes. Une bonne féministe et une féministe morte. J'ai l'impression qu'un beauf, un bon beauf, c'est un beauf mort, quoi. Qui est plus dangereux, qui est plus incontrôlable, en fait. Maintenant, on sait ce qu'il a fait, et on a mis de la distance, puis on s'est habitué. Donc, je sais pas, il y a un truc de... Bon, finalement, c'est pas si mal, quoi. J'aimerais bien qu'on essaie de comprendre un peu cette notion de distance que vous venez de mentionner, parce qu'en fait, c'est quoi ce processus psychologique ou sociétal, je ne sais pas, qui fait que on a besoin de se mettre à distance vis-à-vis de certaines productions culturelles, artistiques, cinématographiques, j'en parlais aussi, sur le moment même de leur sortie aussi, c'est-à-dire que il faudrait qu'on se montre un peu plus avec une vision plus enchantée de nous-mêmes. Pourquoi ce serait honteux et pourquoi ça pose manifestement problème à une certaine élite culturelle? Bah, c'est ça le problème, en fait. Je peux reprendre l'exemple de Jules, là. Je l'ai fait pas mal en interview, mais je trouve que c'est vraiment édifiant. Quand il a sorti ses premiers titres, c'était vraiment... Jules, ouais. Jules. Ça, je connais pas, par contre. Ah, bon, moi, ça, c'est un rappeur marseillais. Ok. Je continue quand même... Voilà, Jules. Je ne sais pas si on a un équivalent ici, mais soit, partons là-dessus. Bon, c'est une superstar en France, et ici aussi, je pense. Voilà. Je suis donc un culte. Ouais, non, bah, ça après, moi, j'ai pas compris tout de suite non plus. Donc, il vient de Marseille, il s'habille en claquettes jogging, il fait des prods très rapides à la chaîne, et il dit lui-même qu'il met pas beaucoup de soin dans ses paroles et qu'il produit beaucoup, et que voilà, ça déferle sur le marché de la musique en France. Et c'est très populaire, ça cartonne. Ça sort un peu des... C'est pas du tout le circuit des maisons de disques habituelles, j'ai l'impression, c'est de l'autoprod et tout ça. Ça déferle sur le monde de la musique. Et là, levée de bouclier, c'est quoi cette merde? Il y a plein d'autotune, les paroles, c'est n'importe quoi. Il est analphabète, il sait pas écrire, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe. Donc il y a tout un monde qui lui tombe dessus, qui dit c'est nul, c'est nul. Voilà, il y a un truc de rejet assez rapide. Vraiment, c'est quoi qui nous arrive? Un truc de peur aussi, je pense, une forme de peur aussi de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui est trop autonome, de ce qui est trop libre. Voilà, je pense qu'il y a ça. Après, il y a un deuxième temps
On s'habitue, je pense, à l'existence de Joule. Voilà, on le voit à la télé, on écoute un titre ou deux, puis il est là pour rester, donc on ne veut plus être un gars. Donc il y a un côté un peu, un deuxième temps qui font « Ouais, bon, en fait, c'est peut-être pas si mal ». Et puis, même chez les branchés, ça devient stylé d'aimer Joule. Donc là, il y a plein de bobos parisiens qui commencent à dire « Non, mais moi, j'aime bien Joule ». Ça a été repris dans la Nouvelle Star. Non, c'est pas Nouvelle Star du tout. C'est The Voice. En France, il y a eu un casting avec une fille qui le reprend au piano, le tube en bande organisée, pardon. Et au piano, hyper élégant, tout ça. Donc, début de gentrification qui se fait. Et puis maintenant, il est de très bon ton d'aimer Joule. Et puis la troisième étape, après, c'est de dire... c'est un peu un gaslighting. Et c'est de dire, oh, moi, j'ai toujours aimé. Mais on a toujours aimé, en fait, le mépris culturel, ça n'existe pas, faut en revenir et tout ça. Moi, on me le fait tout le temps. Je parle de Starmania, non mais Starmania, c'est pas du tout populaire. Excusez-moi. Mais si, ça a été trashé comme rarement, notamment quand c'était Morane Marie-Jeanne. Cette version-là, elle a été beaucoup méprisée. On me dit Jodassin, c'est pas beau. On me dit Johnny, ça l'est pas. Voilà, il y a une marche comme ça qui fait que du beauf, du vulgaire devient accepté, acceptable, devient même après référence. Et ce qui est pas grave en soi, parce que c'est un cycle qu'on aimerait... C'est cool. Et on pourrait se passer du mépris initial, évidemment. Mais je veux dire, c'est bien si les gens arrivent à comprendre ce qui leur déplaisait, ou s'ils arrivent à aimer avec le temps. Ce qui est pénible, c'est cette phase de dire on a toujours aimé. Ou on transforme l'œuvre initiale en disant on préfère c'est la nôtre, quoi. Et ça, c'est plus... L'exemple de Juliette Armanet. Ouais, l'histoire de Juliette Armanet qui a repris la Rousseau. Donc ça, c'est un autre exemple que je mets dans le livre. Donc moi, j'adore la Rousseau. Voilà, comme quelqu'un des années 90 qui écoutait la Rousseau. Vraiment, je suis hyper fan de On ne s'aimera plus jamais. Et de Tu m'oublieras, c'est dans mes playlists de rupture et je l'écoute vraiment premier degré, ce qui étonne mes amis, mais bon, c'est comme ça, je m'assume un peu plus. Et il y a un jour, sur France Inter, il y a Juliette Armanet qui reprend Tu m'oublieras, et c'est reprise piano-voix, très solennelle, très tragique, alors qu'en fait c'est de la dance, R&B dance, et elle fait des vibes pas possibles avec sa voix, et bon, il y a vraiment plein d'influences, voilà. Et la reprise de Juliette Armanet, elle est bien aussi, je veux dire, moi je l'aime bien, mais je reviens à ce qui me déplaît, c'est qu'il y a plein de gens en commentaire qui ont dit elle est bien en fait, chanson. Et en fait, là, ce besoin de transformation pour qu'elle soit acceptable aux yeux de certains, là, se loge encore ce petit truc qui m'énerve. Je comprends. Oui. Pour continuer sur les effets que produit cette mise à distance, voire ce mépris culturel, il y a quand même cette question de l'extrême droite. Je l'amène un peu comme un gros éléphant au milieu de la pièce, mais c'est ça. Sans transition. C'est vrai, j'avoue, mais on a un peu beaucoup rigolé. Maintenant, il faut être un peu sérieux quand même. Mais c'est vrai que, au final, ce mépris, voilà, qu'est-ce qu'il produit d'autre ? Peut-être on n'a pas encore parlé du ressentiment, mais ça produit des effets concrets politiques qui sont qu'on déplore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu en parler ? Après, moi, je commence par dire que il y a des centaines de facteurs qui produisent probablement le vote extrême droite, Rassemblement national. Hein. C'est déjà international, voilà, c'est historique. Enfin, il y a des données historiques, sociologiques. Il y a 1000 choses. Il y a une crise du néolibéralisme. Bon. Il y a plein de facteurs et moi j'ai voulu juste amener ma petite pierre à l'édifice parce que je pense qu'il se joue quelque chose au niveau de ce mépris culturel-là et qui crée du ressentiment contre les élites et contre les intellectuels et pas forcément totalement à tort. Et c'est là que je voulais aussi essayer d'aller. Il est vrai qu'il y a du discours de mépris de classe qui vient de la gauche et qui est assez insupportable.
et qui doit produire du ressentiment. Je ne dis pas que ça transforme les gens en électeurs RN, mais qu'en partie, ça peut leur faire se dire la gauche, c'est pas pour moi, parce que je m'appelle d'une telle façon, j'ai telle occupation, je regarde la télé, voilà. Et ça, c'est une erreur, il me semble. Je suis peut-être naïve, mais pour moi, la gauche, c'est le parti des classes populaires. Enfin, c'est historiquement le cas et ça doit le rester. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre mon grain de sel là-dedans, parce que je vois une gauche parfois tellement solide sur les questions économiques, sur les réformes. Là, on avait fait un mouvement de la réforme des retraites là, qui a été, bon, il ne servait à rien parce que là, en Macronie, ça ne sert à rien, mais qui a été tellement fort, qui a mobilisé des millions de personnes. Voilà, c'était fort, les gilets jaunes, c'était hyper massif. Voilà, on sait faire des choses sur... Enfin, la gauche, en tout cas, c'est organisé. Bon, la gauche, elle s'est foirée sur les gilets jaunes, donc je mets de côté. Mais on sait faire des grandes mobilisations, avoir des discours, être en avant-garde sur plein de théories économiques et tout. Et dans le même temps, du mépris de classe. Voilà, j'ai allumé France Inter et écouté un sketch qui se moque des prénoms beaufs. Il parle de la beaufisation des prénoms et qui dit... on voudrait pas un président, on va avoir un président Jordan et puis après quoi un ministre Kevin et une ministre de la culture Kimberley. Mais moi j'entends ça, je fais mais c'est quoi votre problème en fait? Parce que en soi qu'il y ait un ministre qui s'appelle Jordan, Kevin ou Kimberley, ça devrait pas vous faire peur, ça devrait pas vous déranger, mais vous devriez être le parti qui le permet. Le problème c'est qu'ils sont Rassemblement National probablement puisqu'on parle de Jordan. C'est ça le problème, c'est pas leur prénom. Et donc ouais, je pense que tout ça, on ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, si on regarde Twitter, c'est maintenant l'extrême droite qui relève le mépris de classe, alors que ce serait à nous de le faire. Voilà, sur des blagues qui sont faites sur les plateaux télé, des trucs comme ça. Moi, je pense que ça nous appartient, en fait. Et donc, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, parce que moi, en fait, ça peut choquer. Mais si on insulte quelqu'un que je déteste, comme Jordan Bardella, que je déteste, je le redis, je suis contre tout ce qui peut incarner son projet, voilà. Mais quand on se moque de lui parce qu'il n'a pas validé sa licence, ou quand il fait des fautes d'orthographe, en fait, même moi, ça m'éclabousse, parce que moi, j'ai pas de licence, qu'en France, c'est pas bien d'avoir qu'un bac+2 technique et d'écrire des livres, en fait. Moi, on me le renvoie toujours à la gueule, que je suis sous-diplômée, je sais que j'aurai pas de prix, voilà, que je suis un peu la beauf de l'édition française. Moi, c'est des trucs qui me blessent à titre perso, c'est mon ressenti. Mais quand on l'attaque, lui, sur exactement la même chose, j'ai beau le détester, et ça me revient quand même. Et je me dis que des gens moins ancrés politiquement peuvent se dire, en fait, la gauche, c'est pas pour moi. Donc c'est ça que j'essayais d'expliquer aussi, de le faire par le ressenti. En fait, ces attaques-là, elles sont snobs. C'est insupportable, en fait. Et donc ça vient de ce mythe méritocratique de quand on veut, on peut, qui s'est déplacé sur la culture, quand on veut, on lit, quand on veut, on se cultive. Non, je suis vraiment désolée, mais c'est quand on veut, on peut pas, en fait. Quand on hérite d'un capital culturel minuscule, qu'on n'a pas lu de livre quand on était petit, qu'on n'est pas allé à l'opéra, qu'on écoute Jodassin à la salle des fêtes, on n'a pas les mêmes chances d'avoir des diplômes que des personnes qui ont eu tout le capital culturel qu'il fallait. Et dans ce discours méritocratique, on oublie tous les gens qui n'y arrivent pas. Il y a peut-être 0,1% des gens qui passent le truc, et tous les autres, on en fait quoi? Et ça, on a oublié de leur parler, et on a oublié de se demander qu'est-ce qu'on fait en fait quand la machine, elle marche pas. Et la machine, elle n'a jamais trop marché, mais là, elle marche pas. Enfin, en France, c'est la première génération qui a moins de moyens que ses parents. Il y a des gens qui font des bac+12 qui sont au RSA, donc il y a un truc qui marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? En fait, c'est ce système mérito qui ne marche pas. Et le beauf, je trouve, le met au défi, en fait. Parce que c'est des gens qui disent, soit on ne peut pas se transformer en intello comme vous le voudriez parce qu'on n'a pas réussi à l'école et du coup, voilà. Soit on ne veut pas se transformer, on ne veut pas être comme vous. Donc ça challenge aussi. Oui, et d'ailleurs, dans cette méritocratie qui est intégrée par beaucoup, il y a ce reproche qui est formulé aux gens
de ne pas s'être transcendé, comme vous l'expliquez, de ne pas avoir fait cet effort, effectivement, et que donc là, on reconduit précisément la méritocratie en disant, voilà, vous ne vous êtes pas transcendé, vous ne vous êtes pas élevé, et donc, tant pis. Ouais. Ouais, il y a un côté, vous méritez votre sort, en fait, vous méritez des conditions de travail horribles, la surmortalité au travail, les accidents du travail, la pauvreté, d'être mal soigné. Il y a un truc, on le connaît bien, chez les féministes, elle l'a bien mérité, mais il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, avec... il l'a bien mérité, quoi. Il fallait qu'il travaille à l'école, puisqu'on est dans le mythe que l'école repère les talents et leur tend la main, et que, oui, non, après, l'école, c'est aussi... ça peut être ce lieu d'épanouissement, et vraiment, tant mieux si ça l'est, mais c'est vraiment, à mon sens, des exceptions à la norme. La majorité des gens sont triés par le système scolaire et évacués, en fait. Et ces gens-là, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Après, ça pose la question de savoir comment on peut formuler une critique à l'égard de choses dont on considère qu'elles ne peuvent pas passer, et donc des discours et des comportements racistes, misogynes, climato-sceptiques, etc. Comment on peut donc ne pas laisser passer ça sans pour autant produire ce fameux mépris de classe qui est contre-productif et qui finalement... en vrai, il ne faut juste pas le faire. C'est tellement simple. C'est un discours... Bardella, il a un discours raciste. On l'attaque sur son discours raciste et sur le fait qu'il ne se présente pas à l'Assemblée, à l'Union européenne, qu'il n'occupe pas son siège et tout. Et on laisse de côté. En plus... Il a construit son personnage de faux prolo de banlieue parisienne, alors que son père il est patron, et qu'en fait il n'est pas du tout, il incarne pas du tout, enfin il n'est pas du tout ce qu'il prétend être, mais il est symboliquement c'est un Jordan quand même. Donc il y a quand même un truc qui se joue. Et on l'attaque pas sur ses fautes d'orthographe. Enfin, je veux dire, faut juste pas le faire. Les prénoms on fait pas, les fautes d'orthographe on fait pas, la culture on fait pas. Les idées, tout ce qui produit en idées, oui, là, on est contre. Exactement comme Marine Le Pen, vous ne me verrez pas l'attaquer avec des insultes misogynes. Je ne dirais pas reste à la cuisine. Je serais sur ses idées, sur son vote, sur son procès en appel qui arrive, sur son éligibilité, plein de choses. Juste pas ça. Et puis, c'est valable pour toutes les oppressions. En fait, ça paraît évident. Pas besoin de tout expliquer, mais qu'on n'attaque pas sur des caractéristiques oppressives. La classe en est une. De se rendre compte qu'en fait, oui, cette comparaison, je trouvais assez éclairante, parce que de fait, on ne s'imaginerait jamais l'attaquer sur son la genre. Religion, sur la race, je pense que c'est assez évident. Oui. Même nos ennemis politiques, ou alors j'ai loupé un truc, mais là, il y a une acceptation qui pose question. Et encore une fois, c'est pas lui le souci. Parce qu'après, qu'ils se sentent malheureux qu'on ait critiqué ses fautes d'orthographe, ça va pas m'empêcher de dormir. C'est ce que ça produit. Voilà, ce que ça produit en écho et en éclaboussement sur des gens qui peuvent lui ressembler. En France, il y a énormément de gens qui se sentent en insécurité orthographique. D'ailleurs, j'en fais partie. Dès qu'il faut écrire à la main des dédicaces, j'ai peur de faire des fautes d'orthographe. J'avais honte quand ma mère faisait des fautes d'orthographe sur les carnets de correspondance qu'on avait. C'est un truc qui est très réel pour les gens. Ça a un impact sur les démarches administratives, sur les lettres de motivation pour trouver du travail. Je veux dire, c'est au centre de tout, et c'est des attaques qui me semblent mais vraiment contre-productives et méprisantes. Ouais. J'allais venir sur une dernière question pour ma part avant de céder la parole à la salle, parce que vous terminez le prologue de votre livre en disant que se passerait-il si elle, donc cette fameuse gauche élitiste et embourgeoisée quelque part, refusait de participer à cette chorégraphie de la violence sociale. Et alors on a en partie répondu à cette question, mais voilà, qu'est-ce qui est souhaitable? Donc ne pas faire, ne pas dire... ne pas attaquer le beauf sur son parcours scolaire, sa culture. Est-ce qu'il y a des choses, des modes de résistance que vous aimeriez voir advenir plus souvent sur ces questions aussi
Après, ça va être très franco-français parce que nous, on a un problème de centralisation quand même à Paris. Il faut décentraliser quoi, les mouvements sociaux. Là, il y a eu des premières choses qui ont été faites l'été dernier parce qu'il y a des figures d'extrême droite qui ont été invitées en région centre. Donc il y a des gens sur place qui ont organisé une mobilisation et il y a plein de gens, des politiques, des ONG, des syndicats qui sont descendus, j'aime pas dire ça, en région pour soutenir le truc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis le fait que là, les bloquons-nous, bon, on va voir ce que ça... bloquons tout, pardon. On va voir ce que ça donne. Et ça se joue vraiment dans les villes, et dans les petites villes et dans les villages. Ça, je trouve que c'est des trucs à encourager. Se remettre en question sur l'introspection un petit peu quand même. J'en ai beaucoup parlé en interview, mais l'histoire de ce tonton raciste sur lequel on se défoule et avec lequel on se dédouane, qui permet de surtout pas interroger ses propres biais racistes aussi, parce que s'il y a un tonton raciste autour de la table, ça veut dire que nous on l'est absolument pas. Or, moi je connais... moi déjà, je pense que j'ai des biais racistes et que je me plante des fois, que des fois et je bénéficie aussi du système. Et puis, je le dis dans le livre, moi j'ai des copains qui ont détourné la carte scolaire de Paris pour pas que leurs enfants aillent en banlieue, dans des écoles où il y aurait trop de personnes racisées, des trucs comme ça. Bon, tout ça c'est du discours de gauche c'est une forme de racisme, on va dire, avec du vernis et plus acceptable, mais finalement, je pense que ce tonton raciste, au lieu d'arriver à Noël et de le dégommer en disant t'es raciste, on pourrait partir d'un pied d'égalité en disant est-ce qu'on pourrait discuter un peu plus à égalité. Ça me fait penser à un exemple d'une émission de Mediapart. Justement sur, je ne sais plus ce que c'était le sujet, on s'en fout, on va dire, on ne peut plus rien dire. Voilà. Et dire que c'était sur on ne peut plus rien dire. Et l'émission commence par, vous avez sûrement un tonton qui vous a dit on ne peut plus rien dire, alors ensemble nous allons en parler pour avoir des arguments pour lui répondre. Et moi mais est-ce que ce ne serait pas hyper simple de commencer le truc par vous êtes tous déjà dit oh là là on ne peut plus rien dire, parce que moi je suis désolée, je me suis déjà dit. Et pas en mode facho, mais pour avoir une page à 250 000 personnes, des fois je heurte sans me rendre compte, des fois je suis vexée parce que je me fais reprendre et que voilà. Et j'ai peut-être déjà pensé, oh là là, il est bien pensant, voilà. Est-ce que ce serait pas plus efficace si l'émission elle m'inclut dedans et je me dis je vais réfléchir pourquoi moi je le pense, comme ça je serai plus efficace pour en parler avec des gens qui vont le penser plus tard, plutôt qu'être tout de suite dans le truc. En fait, ce travail-là, on va le faire pour une personne abstraite du tonton raciste à qui je pourrais l'expliquer. Non, commençons par faire le travail sur nous, quoi. Je pense qu'on a plein de choses auxquelles réfléchir. En tout cas, notre modèle actuel n'a pas l'air de marcher. Voilà, je pense. Notre méthode n'a pas l'air de marcher. Donc peut-être que ça passera par ça. Merci Rose. Ça va faire une petite heure qu'on discute juste nous deux. Donc je vous propose de tout doucement vous faire participer à la conversation. Il y a des micros qui vont circuler de part et d'autre. Et je vous propose de prendre les questions par 3. Comme ça, ça permet de peut-être aussi coupler certaines questions. Voilà, manifestez-vous si vous en avez. On vous écoute, maintenant, madame. Oui. Est-ce qu'on... Oui, voilà. Bonsoir. C'est très remuant parce que ça touche à l'identité et qu'effectivement, j'ai subi du mépris de classe et j'ai fait subir du mépris de classe. Je réfléchissais vraiment comme ça à vif. Je trouve qu'en tout cas en Belgique, mais je vois à la télévision française, c'est un peu la même chose, c'est les accents, par exemple. On ne peut pas avoir l'accent liégeois, on ne peut pas avoir l'accent carolo dans les médias, les journalistes, etc. Mais auparavant, il y avait ce qu'on appelle des tribuns, des syndicalistes qui après étaient au sein du PS, des partis de gauche, et qui avaient des accents parce qu'on associe ça à la classe ouvrière.
Et donc je me dis pourquoi ces personnes-là, ces personnalités-là ont disparu. Parce que vu que ça touche à l'identité, ça m'évoque aussi le fait de est-ce que je peux me reconnaître dans les gens pour qui je vote? Est-ce que ces gens-là me ressemblent? Est-ce qu'ils parlent le même langage? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes mots? Je ne sais pas qui comprend Macron chez vous. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Et donc, c'est ça, c'est qu'il y a, par rapport à l'éloignement de la gauche et de son public historique qu'on fantasme peut-être un peu aussi par rapport aux années 60, mais c'est encore un tout autre débat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait prendre des fonctions politiques, assumer des responsabilités politiques, sans avoir un parcours, voilà, sans avoir... il n'y a pas que le capital culturel et économique. Je pense que... il y a avant, on pouvait passer de la classe ouvrière et délégué syndical permanent, se présenter au communal, et voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Et ça joue aussi dans le fait que moi, je ne me reconnais pas dans les personnes qui me proposent de voter pour elles, parce qu'effectivement, la gauche me dit que je dois m'alimenter comme ça, que je dois me chauffer autrement, et elle utilise des mots et un langage dans lequel je ne me reconnais pas, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec tout ça? Je ne sais pas bien le dire, non, mais je me demande. Non. On va prendre d'autres questions. On prend deux questions avant, et puis... alors, je peux noter oui, bien sûr. Oui. J'hésitais, mais c'est un peu en lien, donc je me lance. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Si je prends des partis chez nous, comme chez nous ici, pas le parti chez nous évidemment, mais comme le PTB, etc. Une grande question que je me pose toujours un peu et que la discussion aussi me fait revenir, je trouve que c'est comment on crée des liens. Je m'entends, Nico? Est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, on vous entend bien. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est on a ce parti qui, je pense, inclut quand même pas mal la classe ouvrière. Et puis on a les partis un peu plus écolos. On a vu en France que vous avez réussi à faire une espèce de... la gauche s'est un peu rassemblée. Et puis après, ça s'est un peu lâché. Mais voilà, finalement, c'est un peu la même question aussi. C'est ici, comment faire pour créer ces ponts, à mon avis, qui manquent. Moi, je trouve qu'il y a un peu de ça. On remarque dans le président de parti écolo, par exemple, ici, si on discute avec des personnes un peu de la classe ouvrière, etc., sans faire de généralité, je parle de mon expérience personnelle, mais il y a un petit peu le truc de... Il a un niveau universitaire dans sa manière de parler, etc. Ça ne nous parle pas et donc on ne se sent pas concerné. Comment créer des ponts entre un peu toutes ces questions qu'il y a aussi au niveau climatique, etc., qui ne touchent pas du tout pour le moment, en tout cas... j'ai du mal à m'exprimer, mais je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, où c'est difficile de créer des ponts finalement entre ces difficultés qui semblent toucher qu'une partie de la population alors qu'elles touchent aussi tout le monde, mais il y a ce mépris de classe peut-être à un moment donné qui a fait qu'on ne se rencontre pas alors qu'on a peut-être les mêmes problèmes à régler, mais où il y a ces écarts qui se créent entre différentes et qui peuvent mener à ce que vous dites. Moi, je ne me reconnais pas en fait, dans ces gens-là. Leurs combats ne sont pas les miens, alors qu'ils parlent aussi de justice sociale, qu'ils parlent de justice climatique, etc. etc. quoi. Voilà. C'est un peu la question que vous posez de la déconnexion de mondes aussi qui ont des modes de vie complètement hors sol ou déconnectés. C'est juste? C'est un peu l'esprit de votre question? Des fois, ce n'est pas tant hors sol que ça, mais ce n'est pas compris. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ce truc de... on va utiliser du vocabulaire très compliqué, etc. Donc, ça ne va pas parler... aux foules, toujours. Mais pourtant, on parle de choses qui vous concernent aussi, quoi. Là, dans ces discours-là, quand je dis on, c'est pas moi, mais on parle de choses qui vous concernent aussi. Et moi, je trouve que c'est très compliqué. On discute beaucoup de ça avec des amis avec qui on parle de ce genre de choses, quoi, mais où on se demande un peu comment est-ce qu'on crée finalement des ponts, parce que c'est un peu, oui, cette gauche qui viendrait peut-être plutôt des classes ouvrières, etc. Et puis cette gauche écolo,
Il n'y a pas de pont entre les deux. Très peu, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que la question du mépris de classe, elle y est pour quelque chose, ou de ce ressenti. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une troisième question ou là, vous avez déjà pas mal de choses à dire? Je pense qu'on peut y aller déjà sur ces deux-là. Allons-y. Il y a la question de la distance, la première question, mais après c'est vrai que les deux vont se rejoindre. En fait, j'ai l'impression que oui, il y a un accaparement de la politique par la bourgeoisie et par des espèces de bêtes à concours méritocratiques type Gabriel Attal, comme si on avait admis que la politique c'était une affaire d'experts et de surdiplômés, en oubliant que la démocratie, en fait, c'est pas ça. La démocratie, c'est que normalement, tout le monde peut accéder à des postes politiques ou de représentation. Il y a en France une étude qui est sortie, c'est Démocratisons la politique, qui rappelle en chiffres la sous-représentation des classes populaires dans la représentation politique locale et nationale. Moi, je pense que ça, c'est une des clés qu'il faut absolument essayer de... Voilà, il faut essayer de défoncer la porte et de faire en sorte que ce soit plus un entre-soi de cette espèce d'élite d'experts qui croient pouvoir gouverner en pensant tout savoir. Je prends un exemple sur la loi du plomb, parce qu'on a eu ça en France, elle a été votée par les députés, et il y avait une... Sur la loi du plomb, peut-être préciser sur la réintroduction de pesticides. Oui, la réintroduction de pesticides qui était interdit depuis 2018. Et je sais qu'il y avait une campagne qui était interpellons Gabriel Attal sur les réseaux sociaux, et puis une campagne un peu portée par l'idée que si on lui explique bien, si on lui révèle la bonne vérité, en fait, il va forcément changer d'avis, parce que quand on sait, voilà, le savoir est une arme, et quand on sait, bon voilà, on va être obligatoire, il va être convaincu, c'est juste et tout. Et j'ai trouvé ça assez symptomatique, parce que la loi, il l'a votée parce que lui, il n'est pas du tout dans la recherche de la vérité ou de l'intérêt général. Voilà, il est dans des intérêts probablement économiques, de classe. D'intérêts, voilà, il a des intérêts personnels ou des intérêts de groupe à défendre ce truc-là. Et j'ai trouvé ça un peu naïf, que c'était plutôt les mouvements écologistes se disent, en fait, si on lui explique bien, il va changer d'avis. Voilà, il y avait un truc un peu comme ça qui m'a paru un peu fou. Et ça rejoint l'autre question, je pense, qu'il faut peut-être sortir de cette idée que les gens ne savent pas et qu'il faut les éduquer. Moi, je pense que... Je reviens à Starmania, désolée, mais ça date de 79, ça parle déjà d'effondrement écologique. Ça parle déjà d'une ville où il n'y a plus de soleil, où on vit dans des souterrains parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Voilà, on vit dans le smog, il y a une chanson qui parle de ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a compris la situation dans laquelle on était. Mais vraiment, du beauf de la diagonale du vide, il sait que le trou dans la couche d'ozone, il sait que l'effondrement arrive, les incendies, il les voit à la télé. Je pense qu'en fait, les gens savent et que les gens n'ont pas besoin d'une énième retraduction d'un rapport anxiogène du GIEC avec des mots compliqués, en fait. Là, maintenant, c'est le chemin d'action. On fait quoi? Et c'est bien le problème, on ne sait pas quoi faire. Voilà, on est coincé par le système dans lequel on est coincé par les politiques qui sont élus, on est coincé par plein de choses, mais je pense que les gens savent, en fait. Après, ils peuvent décider de s'en foutre, ils peuvent décider, parce que ça fait trop peur, de passer à autre chose. Ils peuvent aussi être dans des trucs très concrets et se dire moi je brûle tout parce que de toute façon je suis désespérée. Un truc de nihilisme ou de pessimisme. Mais moi je ne crois pas que l'entrée ce soit d'éduquer les gens là-dessus. Je pense que en fait c'est fini. Alors là j'y vais fort. Mais voilà, moi j'ai grandi avec le savoir est une arme.
savoir ses pouvoirs et tout. Je crois que ça marche plus en fait dans cette société de surinformation et de réseaux sociaux où on a trop d'infos. En fait, le savoir, c'est ce qui nous neutralise, c'est ce qui nous déprime. On n'arrive plus à gérer une story à l'autre, 1000 infos. En fait, là, on sait. Je veux dire, ce qui manque, on sait même des contre-vérités. La droite joue là-dessus. En fait, révéler la vérité, ça n'a plus d'effet puisqu'on va en inventer une autre derrière. Enfin, tout est un peu en train de changer. Et je ne crois pas qu'il faille se fatiguer à essayer de convaincre Gabriel Attal qu'en fait, il a tort sur ce sujet. Je pense que là, il faut des rapports de force, il faut prendre les places politiques et abandonner peut-être cette idée qu'ils sont gentils et qu'en fait, en discutant, on va y arriver parce qu'eux, ils n'en ont rien à battre des intérêts des gens. Enfin, vraiment, un truc comme ça, je ne crois pas qu'on va les convaincre avec des bons sentiments et du savoir pur et de la pure information. Moi, c'est un truc auquel je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on remplisse les gens d'informations et que ça les rende à la fin de gauche, quoi. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'infos aussi contradictoires. Et voilà, ce qui manque peut-être, c'est des chemins d'action. Est-ce que pragmatiquement, il y a quelqu'un qui a un début de solution sur l'écologie et qui ne soit pas discriminant aussi parce que les Gilets jaunes, c'est parti de ça. Donc, voilà. C'est l'idée aussi, je me permets de rebondir sur le... Peut-être mes collègues vont m'aider, cette sociologue qui travaille dans les quartiers parisiens sur l'écologie et qui... Fatima Wassak, merci, qui dit, en fait, cette écologie dans les quartiers populaires, on peut la faire, elle se fait, mais il faut partir de là et il faut la construire in situ et pas effectivement hors sol, surtout quand on sait que, et ça c'est peut-être un autre point aussi, c'est que ces fameuses classes populaires, elles ne sont pas représentées ou mal représentées, mais plutôt sans doute pas représentées dans les arcanes politiques. Et donc, on a sans doute aussi pour des questions d'assignation dont on a parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a le serpent qui se mord la queue aussi par là, et peut-être repartir de là où les gens font déjà, en fait. Oui. Voilà. Peut-être prendre l'une ou l'autre question ici devant, monsieur, derrière. Pardon ? Sur les accents. Ah oui, je n'ai pas parlé des Ah accents. oui, c'est vrai. On peut en reparler après, alors du coup, oui. Je vais me faire faire. Moi, ce que j'ai compris, in fine, c'est que c'était le temps de la révolution. Il faut... Bah ouais. C'est ça ? Bah oui, et puis C'est voilà. beau d'aller faire un peu d'écologie dans les quartiers, mais il y a peut-être un effet de masse révolutionnaire. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de la pédagogie, quoi. Exact. Et voilà. Bah, j'aimerais bien. Il faut lire, si vous voulez, je fais de la promo pour Nicolas Framont, qui a écrit un livre Saint Luigi, qui est trop bien, qui parle de Luigi Mangione, qui a tué, qui a assassiné d'ailleurs. Le livre qui s'appelle Saint Luigi, qui a assassiné, il est présumé innocent d'ailleurs, un cadre d'une, on va dire que c'est une mutuelle états-unienne. Bref, ça a eu un grand écho populaire et il s'interroge sur la révolution et c'est hyper bien parce que il interroge l'intériorisation de la violence depuis la révolution, le fait qu'on n'a qu'une vision de la révolution sanglante et qu'on serait un peu socio-traumatisé par ça, et qu'en fait il y a plein de manières de faire la révolution sans partir sur ce scénario-là, notamment avec des blocages et l'attaque sur le plan économique, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Du coup, on n'a pas du tout respecté notre consigne. On a pris une question, une réponse. Donc, on va reprendre... Non, pendant que le livre circule, peut-être il y a la question de l'accent, si vous voulez y revenir maintenant. L'accent, oui, ça fait partie des marqueurs de distinction. Ouais. Et alors, après, la France, c'est très centralisé. Et on a un peu rasé pas mal d'accents régionaux. Il en reste qui résistent et ils sont estigmatisés. L'accent du Nord, voilà. Il ne parle pas des Français qui imitent l'accent belge. Marseille, les accents du Sud et tout, c'est lissé au cinéma, c'est lissé à la télé, c'est des choses à nier qui me semblent aussi contre-productives. Et puis on pourrait parler du cinéma longtemps aussi.
Oui, on vous écoute. Oui, par rapport à cette idée aussi que quand des stars populaires aussi meurent, elles sont plus acceptables. C'est aussi un discours que j'ai beaucoup entendu chez François Bégodeau, entre autres, mais pas que, aussi chez les intervenants de Zawa Prod aussi. Et justement, ça m'intéresse aussi de voir comme il y a une... Vous parlez beaucoup du mépris qu'il peut y avoir vers les classes populaires. Enfin, on passe beaucoup aux classes populaires blanches quand on parle de Beaufry, j'ai l'impression, en France, mais pas que. Et que d'un côté, il y a une idéalisation de la part de la droite qui va se revendiquer en disant qu'il y a un surplus de vitalité dans ces corps-là, et que du coup, en prenant ces codes-là, ils s'approprient ce surplus de vitalité. Et c'est aussi un glissement que je vois par moments aussi dans certaines franges de gauche, que je respecte beaucoup, mais qui, en fait, suridéalise aussi parfois... justement tout ce qui peut avoir comme attrait réactionnaire en disant que oui, ces gens sont réactionnaires parce qu'ils sont traversés de par toutes les structures, mais du coup en eux-mêmes se revendiquant quelque part de cette traversée-là alors qu'ils ne sont pas forcément des mêmes classes sociales non plus. Donc du coup, oui, je me demande ce que vous en pensiez. Qu'est-ce qu'on fait? On répond maintenant? Enfin, vous répondez maintenant? Ouais. Ou on... En fait, elles sont tellement intenses. Bah ouais, je suis totalement d'accord et j'en parle dans le livre un livre de... Purée. Ça s'appelle Le savant et le populaire de Passeron et... Bon, vous trouverez Le savant et le populaire qui parle exactement de ça, en fait, que le revers de la médaille du mépris, et qui est aussi un autre mépris, c'est le fétichisme. Et c'est ce que fait l'extrême droite et ce que peut faire parfois une partie de la gauche aussi, qui va être dans le misérabilisme. Oh là là, les pauvres, ils ont rien, ils donnent tout, ils vivent dans les faubourgs, en guenilles. Voilà, il peut y avoir une exagération, alors qu'en fait, il y a aussi parfois de la joie, de la vitalité, comme tu disais. Et l'extrême droite et la droite qui joue une fausse partition, enfin qui essentialise les classes populaires sur ce qu'elles aimeraient qu'elles soient, en fait, aussi patriotes, xénophobes, repliées sur elles-mêmes aussi. En fait, chacun, c'est la phrase de Bourdieu, je finis toujours par ça, les classes populaires, je crois que c'est ça, ne parlent pas, elles sont parlées, mais alors, il n'y a pas phrase plus vraie que ça. En fait, dès que quelqu'un dit les classes populaires pensent que, c'est mal barré, et ce que j'essaye de ne pas faire. C'est pour ça que j'ai parlé en mon nom, et que je ne suis pas partie dans des généralités, bon, j'en fais un peu quand même. Mais en tout cas, dès que quelqu'un dit les classes populaires pensent que, il y a quand même un truc voilà, en fait, il faudrait réussir à avoir un rapport normal avec cette catégorie de la population, et on a l'impression que c'est impossible, parce que soit elle est méprisée, mais voilà, je reviens à tout ce que je disais au début, les sans-dents, enfin mon Dieu, quoi, les cassos, tout ce discours atroce, en fait, qui disparaissent, quoi, ou qui sont mal soignés, on s'en fout, ils ont qu'à mourir. Enfin, il y a tout un truc comme ça, parce qu'ils ne seraient pas assez productifs dans le monde du travail, culturellement, enfin voilà, il y a tout ça. Et puis après, le pendant, c'est de leur attribuer des caractéristiques fantastiques en disant ah là là, le bon sens populaire, puis ils sont généreux. Finalement, ils n'ont pas besoin de plus, donc on n'a pas besoin de changer le système. Donc en fait, c'est un truc qui se répond, et qui est beaucoup mieux expliqué dans Le savant et le populaire, mais un truc qui se répond qui n'est pas bon non plus, en fait. Le misérabilisme, voilà, si on les fétichise, y a pas de... si on les idéalise et on dit ah, là c'est vraiment génial, mes gens, oh là là, il n'y a pas besoin de faire de changement. En fait, il faut réussir à avoir une approche un peu, mais j'ai envie de dire normale, quoi, en disant oui, en plus c'est des catégories de population qui sont... Mais comment on voudrait parler de gens qui vivent dans le sud de la France avec la diagonale du vide, avec le nord, avec la classe moyenne stabilisée, puis le chômeur? Comment on peut faire de toute façon un melting, une généralisation aussi Bon voilà, donc il y a beaucoup d'essentialisation en fait, beaucoup de projections, et voilà, une des solutions aussi, c'est de ne pas parler à la place et de faire parler. Ça passe par exemple l'entrée en politique, et puis aussi, moi je me disais,
il y a un truc qui mobilise les gens, enfin qui les mobilisait, je pense que c'est encore le cas, c'est les déserts médicaux par exemple. Ça, les gens sont traumatisés des déserts médicaux en dehors des villes. Moi, partout où j'ai fait mes rencontres, les gens sont quasi en larmes. Après, dans les questions, par rapport au sujet du livre, en disant, mais voilà, ils sont trop conscients qu'on les méprise au point de ne pas vouloir les soigner, qu'il faut forcer des gens par la contrainte à venir soigner leur corps ou leurs parents ou leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est trashissime, en fait, en ressenti, les déserts médicaux. Et je me dis, la gauche, bah, voilà, pourrait partir de cet existant-là, parce que là, les déserts médicaux, bah, voilà, c'est une cause de gauche, ça parle aménagement du territoire, santé, services publics, enfin, il y a plein de moyens de l'instrumentaliser, entre guillemets, dans le bon sens, en partant d'un truc qui mobilise déjà les gens, plutôt que peut-être aussi se dire, moi je sais mieux ce qui est dans l'intérêt de ces pauvres, soit que je méprise et que je vais me mater avec des violences policières et des 49.3, soit en fait je les aime tellement, regardez, ils sont trop mignons, quand je vais dans ma résidence secondaire, il n'y a rien besoin de changer. Voilà. Merci. On va prendre une autre question. C'est vraiment l'arborescence totale. Mais je me dis qu'il y a aussi parfois un malaise. On a l'impression d'un malaise de la part de ces personnes qui parlent les classes populaires, comme vous dites, parce que vous dites d'avoir un rapport normal avec elles, et en fait on sent souvent cette espèce de malaise de ne pas savoir comment se parler en fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de certains partis de gauche chez nous, ou qui étaient de gauche, qui ne le sont peut-être plus tout à fait, qui se demandent comment ils peuvent encore s'adresser aux classes populaires. C'est assez affligeant finalement. Mais ouais, c'est fou quand même. Dans le livre, j'ai mis un exemple que je trouve édifiant d'une réunion politique que j'avais fait avec une députée de gauche dont je ne citerai pas le nom. Et donc voilà, on est une petite assemblée. Il était question de se présenter au présidentiel, donc c'était un début de discussion. Et il y a quelqu'un qui prend la parole, c'est un mec qui prend la parole et qui dit mais là on ne respecte pas du tout la parité, on est beaucoup plus nombreux, on est plus d'hommes que de femmes, voilà, comment avoir un projet féministe quand on n'est pas représenté, voilà. Enfin, quand on ne représente pas la moitié de la population, tout le monde applaudit, génial. Après, il y a une personne racisée, c'est la seule de l'Assemblée qui prend la parole en disant bon, il y a un problème de représentation aussi à cet endroit-là, c'est pas possible qu'on soit dans un tel entre-soi et compagnie. Et il aurait fallu, et j'ai regretté de ne pas la poser, que quelqu'un pose la question de mais les gars, en fait, là vous êtes que entre CSP+, surdiplômés dans l'intra-muros parisien. Comment vous pourriez apporter des nouvelles idées en fait? Comment on sort de ce huis clos en fait? Et j'aurais voulu la poser, d'autant plus qu'on a passé 2h30 à dire comment s'adresser aux classes populaires. Et je veux dire, je le dis dans le livre, c'était tragique quasiment parce que c'était en quête de quelque chose. C'était les services publics, c'est sûr, ça va leur plaire. Et puis un peu machin, une petite dose de pouvoir d'achat, sécurité, il va falloir quand même qu'on s'en occupe et tout. Puis c'était en train de se prendre la tête avec plein de bonnes intentions. Hein. Et à la fois, il n'y avait personne du groupe ciblé à qui il voudrait s'adresser, avec qui il discutait. Et voilà, je sais pas, ça m'a semblé fou, moi. C'est juste cette... Alors, je sais pas, peut-être qu'ils n'en connaissent pas. Merci. On vous écoute. Rose Lamy, bonsoir. Ici, moi, c'était pour répondre à une question, enfin, un élément qui a été dit précédemment. Par rapport justement au beauf, à l'identité du beauf, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très franco-français, de très national? Parce qu'on dépeint souvent les francophones, plutôt les Français, comme des êtres dotés d'un grand raffinement, d'une grande subtilité. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on les représente. Et quelque part, est-ce que le beauf ne vient pas contredire ça, ne vient pas contre cette identité presque française qui voudrait que on est normalement habitué, on a les codes et on a ce qu'il faut pour défendre
cette identité collective du bon français qui sait se présenter, qui sait parler et qui fait preuve de son raffinement. Ouais, bon, j'y réponds aussi. Hein. Tant pis, on abandonne. Oui, c'est totalement franco-français. J'aurais peut-être dû commencer par là. J'ai trouvé que je crois que chaque pays, enfin, j'ai pas fait tous les pays du monde, mais j'ai trouvé que dans plein de pays, occidentaux en tout cas, il y avait une catégorie comme ça, un peu des fouloirs, qu'il fallait pas être à l'endroit de la culture et sociale culture. Il y a les Shaves en Angleterre, et il y a un livre qui était sorti en 2009, donc ils ont eu la discussion un peu plus tôt que tout le monde. Il y a les rednecks aux États-Unis, les hillbilly, enfin, quoi que ce soit le nom qu'on lui donne. Il y a les barakis ici aussi. Alors j'ai essayé de comprendre, parce que c'est pareil, hein, il n'y a pas de définition précise. Hein. C'est toujours un peu un feeling, hein, ces histoires-là. Et moi, il me semble que le baraki, c'est plus social, il est moins culturel, il est moins sur l'élitisme à la française. Moi, j'ai cette impression, évidemment. Mais... donc oui, le beauf, c'est vraiment... c'est français. Voilà. C'est l'élitisme à la française, c'est l'antagoniste du transfuge magnifique qui se transforme grâce à la main tendue de la bourgeoisie culturelle. Enfin voilà, il veut dire tout ça. À la fois, il peut aussi être du côté... Il peut y avoir le côté franchouillard, bon vivant. Voilà, il y a pas mal de fêtes en ce moment qui sont montées par l'extrême droite, qui s'appelle le canon français, où là on joue un peu sur le vin, le saucisson, sur la France, le savoir-vivre, la séduction. C'est un peu des trucs qu'on nous a sortis avec MeToo aussi, que le français c'était aussi le séducteur, et voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas c'est bien franco-français, pas de doute. Et c'est sans doute attaché effectivement à la géographie du territoire aussi, puisqu'il y a l'aspect ville-campagne qui est très différent en Belgique, mais effectivement, malgré cette différence de géographie, on a nos barakis, et on utilise ce terme beaucoup, donc... oui. Il faudrait un livre sur les barakis. Bonjour, la question c'est ici. Alors, oui, c'est vrai, il y a une série, effectivement. Donc il y a ici, et puis alors là-bas au-dessus. Ici d'abord peut-être, d'accord, on vous écoute madame. Bonjour, je ne sais pas très bien comment formuler ma question pour que ce soit clair. Je pense que j'ai un début de solution au problème de mépris de classe, mais il me fait un peu peur. Ah non, attendez. Quand on est entre gauche et qu'on a une espèce de mépris de lui a moins de culture ou lui en a moins, c'est une manière de diviser la gauche entre elles. De se regarder entre soi, de se critiquer, de dire toi tu n'es pas assez féministe, toi tu n'es pas assez écologiste, alors que si on voulait tous avoir un impact, on tournerait tous la tête vers la droite et on dirait c'est eux le problème. Venez, on s'en fout, on tape sur eux. Et j'y ai pensé avec la question sur comment est-ce qu'on fait des liens avec les écolos et les socialistes. Moi j'ai fait une formation assez poussée en environnement. Et ça me frappe très très fort, comme toutes les solutions qui sont proposées, c'est pas de paille en plastique, il faut arrêter de prendre l'avion. Et quand on regarde les chiffres, la production de déchets, c'est 40% de l'industrie. La production d'émissions, c'est pareil, c'est l'industrie. Donc en fait, l'écologie, si on veut rassembler les gens, on peut dire, mais vas-y, on arrête de s'attaquer entre nous, on va faire péter des usines. Ce qui me fait arriver à mon problème, c'est qu'on pourrait juste sortir de notre bulle, regarder plus loin dans la direction de qui sont vraiment les gens néfastes, toutes les industries néfastes pour nous. Mais alors on arrive à une espèce de guerre civile. Or, ces gens sont sur Terre avec nous, et si on pète tout, ben après, il faut quand même vivre avec eux. J'ai une amie qui m'a dit, moi je déteste les droitards, mais ils sont là, et en fait, il faut gouverner avec eux. Et donc, j'avais pas vraiment de question, c'était une réflexion. Et donc, ma question serait peut-être, y avez-vous déjà pensé aussi, et est-ce que parfois vous vous faites peur à force de développer votre esprit? Oh, waouh! Je ne peux pas tout révéler, mais... Non, je reviens à Nicolas Framont. Parce qu'il a fait plusieurs émissions là où il parle de la violence physique qui ne doit pas être contre les personnes, qui doit, de la violence, pardon, qui ne doit pas être contre les personnes, qui ne doit pas être individuelle, qui doit être pensée collectivement, qui doit être axée sur l'industrie. Je trouve que c'est vraiment intéressant de commencer à y penser, oui, parce que
bah oui, bon, les pailles, faire pipi sous la douche, bon voilà, ça nous met en concurrence, ça sert à rien. On oublie que de toute façon, c'est les ultra riches aussi qui sont en train de prendre. J'ai juste envie de dire un message de ma mère. J'ai trop envie. Cet été. Donc canicule en région centre, genre 42, l'enfer, voilà. Et je lui ai dit, heureusement que tu as la clim, parce qu'ils sont fait installer la clim. Et il y a une de mes sœurs qui lui dit, ouais, enfin bon, c'est polluant. La réponse était, avec Bezos qui est en train de faire poser 150 jets privés, je suis désolée, je ne vais pas me priver de mettre la clim 2 heures par jour. Et j'étais, waouh. Mais génial, enfin, j'adore ces punchlines et tout, moi je l'adore, hein, ma mère, mais ma mère, elle vote pas à gauche. Et ça, pour moi, je lui ai dit, mais t'es tellement gauchiste et tu le sais pas, en fait. Parce que ce discours anti-bourgeois, il est là, en fait. Moi, je sais qu'il existe. Il existe à travers elle. Dès qu'elle peut, elle y va. Et elle est vraiment fière, voilà, elle était femme de ménage, aide-soignante. Voilà, sa mère, elle était... Bon, bref, on s'en fout. Mais bref, voilà, c'est une badass, moi je pense, de cœur à gauche, et je sais pas pourquoi, dès que je lui parle de gauche, elle fait « Oh non, alors là, sûrement pas ». Donc je sais, qu'est-ce qu'il y a... Elle n'explique pas, elle n'a jamais expliqué mais moi, ce dégoût. Bah si, il y a des histoires... Mais en fait, il y a un truc de respectabilité, d'imitation, des classes dominantes un peu chez elle, enfin je sais pas. Mais en tout cas, elle sort des punchlines comme ça sur Bezos, et qu'est-ce que tu veux répondre? Bah oui, mais ta clim pour pas crever 2 heures par jour. Enfin, comment on peut se dire que ça va être efficace de culpabiliser les gens qui sont juste... qui s'adaptent, quoi. Ça, c'est vraiment... De toute façon, les Gilets jaunes, c'était parti de ça. Hein. Donc, mauvaise stratégie. Voilà, donc... c'est peut-être une bonne solution, madame, effectivement. Là, mais qu'est-ce que je digresse? Oui, bonsoir. Une petite info d'abord. Vous parliez de Nicolas Framont. Dans son premier livre, je crois, il parle justement de la diversité sociale dans les partis politiques. Et il dit que le parti politique actuellement où il y a le plus de représentation des différentes classes sociales, c'est un parti qui, à chaque élection, fait de plus en plus de voix. Donc voilà, je crois qu'on voit de quel parti il s'agit. Ça peut permettre une compréhension des choses. Et alors, ma question, c'est, donc vous faites remonter le mot beauf à 1972. Est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu des beaufs, qu'il y a eu des beaufs depuis toujours et qu'il n'y en aura pas toujours, à partir du moment où, par rapport à une élite dominante, il y a une culture dominante, et tout ce qui va à l'encontre de cette culture, c'est beauf? Ouais, probablement. Moi, je suis remontée juste au mot, hein, beauf. Et puis, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est quand même marrant, on se traîne encore la même histoire en 2025. Enfin, après, c'est du temps court, hein, au niveau historique et sociologique, mais c'est fou d'être encore coincé dans cette boucle. Mais probablement que ça existe, qu'il y a des figures comme ça depuis longtemps qui incarnent ce qu'il ne faut pas être et qui voilà... La classe dangereuse, peut-être que c'était déjà... Moi, je trouve que dans le discours anti-beauf de la droite, il y a beaucoup de discours réactionnaires conservateurs de la Révolution. Genre la populace, incapable de réflexion, ils n'ont rien compris, on a été trop intelligents pour eux, il faut qu'on les gouverne, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, allez hop, violence policière, 49.3, il y a quand même un truc comme ça de se dire qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux et tout. Bon, là, pareil, je digresse, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question avant qu'on ne clôture? Tout doucement, en tout cas. S'il y en a deux, c'est bien aussi. Oui, madame. Merci. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué, mais pas tellement développé. Mais vous alliez y revenir, je pense. En termes de... Enfin, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que peut-être ce mépris culturel, il serait lié au fait que ce groupe, beauf, il fait peur, parce qu'il est incontrôlable, il fait ce qu'il veut, finalement, il aime ce qu'il veut.
Et voilà, vous n'avez pas tellement creusé ça. Voilà. Ouais, ben, j'en parle dans le livre un peu plus, mais moi je crois vachement à ça. Il y a une peur de l'autonomie et de la liberté des classes populaires aussi, donc qui va jusque dans la culture. Et ça, je l'illustre avec le passage sur les prénoms, et notamment il y a Baptiste Coulmont, qui est un sociologue que j'avais interrogé sur les prénoms beaufs, parce que quand j'avais entendu l'émission de radio, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et il avait dit que, en fait, en France, jusque dans les années 80, les prénoms étaient choisis par la bourgeoisie. Ils appelaient leurs enfants, puis après, les classes populaires imitaient un peu un ruissellement des prénoms. Donc voilà, ça coulait sur les classes populaires, et ils appelaient leurs enfants Simone 3 générations après la bourgeoisie. Et puis les bourgeois, quand ils voyaient que on avait trop pris leur prénom, ils se distinguaient, ils changeaient de catégorie de prénom. Ils disaient ah non, mais vraiment appeler son enfant Simone, c'est le nom de notre grand-mère, maintenant on va l'appeler Jean-Marc. Bon, voilà. Et ce qui s'est passé dans les années 90 avec la culture de masse et la télé, ouais, voilà, c'est la culture de masse. Il y a des prénoms qui ont commencé à naître et mourir dans les classes populaires. Ils ne venaient que des classes populaires et les autres classes ne les prenaient pas. Notamment tous les prénoms anglo-saxons de type Kevin, Brian... Voilà, Kevin, forcément, culture populaire des années 90, il y en avait dans toutes les séries. Dylan, Brenda, les Kimberley dont on parlait. Et ça, c'est le comble du mauvais goût pour la bourgeoisie, donc qui dit que c'est des prénoms beaufs. Et pour lui, il y a vraiment, dans cette critique, qui est vraiment... Enfin, en France, les Kevin, ils ont pris vraiment cher, et je dis que j'ai participé au truc aussi, hein. Dans les écoles et tout, vraiment on les a humiliés toute leur vie. Et il y a un docu qui est sorti et qui, voilà, sans dramatiser, qui dit bah ouais, mais moi je changeais mon prénom pour les datings, je changeais mon prénom des fois sur mon CV. Enfin, il y avait quand même vraiment un truc, voilà, une grosse discrimination pour ça. Et c'est particulièrement virulent selon lui parce que donc c'est jugé de mauvais goût, et surtout c'est une prise de liberté par rapport au fait qu'avant les pauvres, c'était bien quand ils prenaient les miettes de prénoms qu'on ne voulait plus. Mais qu'ils en inventent. Et d'ailleurs, il y aurait des nouveaux prénoms beaufs en ce moment dans les générations, chez les plus jeunes. Là, c'est des prénoms un peu inventés. Je pense que vous voyez tous. Et ça énerve beaucoup tout le monde, ça. Et là, on voit que c'est aussi une prise de liberté. Ben non, c'est pas Nathan, ça va être Nathanaëlo, j'en sais rien. Et ça énerve. Puis on s'envoie les listes sur Facebook. Ah, t'as vu, dans cette classe, c'est ridicule et tout. Bah, là, il y a aussi une prise de liberté. Des gens qui disent, bah, ouais, je vais l'appeler comme dans la série que j'aime bien, ou je vais faire un mélange du père et de la mère, ou je vais mélanger 4 prénoms à la mode. On voit que ça tend, quoi. Parce que là, il y a un truc de liberté. Après, j'en sais rien, moi, si c'est des beaux prénoms ou pas, mais il me semble que... Voilà, en tout cas, pour Baptiste Coulmont, et dans le cas de figure des prénoms beaufs des années 90, c'est un peu ce qu'il a dit. La prise d'autonomie est sanctionnée, quoi. Et on avait une dernière question. Oui. Donc, j'ai noté pour essayer d'être concise. Donc, vous parliez de l'apport orthographique, et le français, c'est une langue qui pardonne peu, même à l'oral. Est-ce que vous pensez que le langage, ça contribue plutôt à déclasser intentionnellement au niveau institutionnel? Parce que si ça ne le fait pas, on n'a plus personne à mépriser. Ouais. Il faut plein d'outils pour distinguer, ouais. Et l'orthographe, vraiment, c'est une langue tordue, hein. Quand même. C'est fou de passer sa vie à la parler, à l'écrire, et d'avoir encore des doutes sur des trucs de D ou de T en permanence. Donc ça met quand même en insécurité. Puis on nous présente des gens qui la maîtrisent parfaitement, qui sont très éloquents, qui ont fait des grandes écoles et qui ont appris spécifiquement cette expertise-là. Et oui, c'est encore un... Mais j'avais lu que c'était même discriminant sur les applis de rencontres. Et que moi, il y avait beaucoup de gens qui disaient, moi, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas possible. Il y a les sapiosexuels aussi qui veulent des gens intelligents. Enfin, ça va jusque-là, quoi.
bon, voilà, vraiment, je crois que là, il faut qu'on arrête. Que j'arrive à parler de... Je vous propose des sapiosexuels, je pense que là, il y a un signal. Hein. On est fatigué, on va aller peut-être boire un verre éventuellement. Alors, je ne vais jamais tenter une quelconque conclusion, mais je me dis que par rapport à tout ce qu'on a pu entendre ce soir, il y a peut-être 2 mouvements à faire. Il y a celui de sortir, par exemple, dans la rue demain à Namur, ça se peut, c'est une possibilité. Et puis rentrer en soi et ne pas oublier que les monstres, souvent, ils se logent en nous-mêmes. Et que donc, il ne faut pas oublier de se regarder à l'intérieur et de ne peut-être pas trop vite jouir d'un certain contentement de soi et puis se rappeler qu'on appartient a priori à une même famille, puisqu'il fallait finir avec Jean-Jacques, on va finir avec Jean-Jacques. Et donc voilà, je vous remercie de votre participation à toutes et à tous. Merci à Rose et aussi. Et vous dire que donc elle a accepté de faire quelques dédicaces ici à la sortie de cette conférence. À l'Escale, donc le bar est ouvert également. Et l'exposition Clichés de classe également du Centre d'action laïque qui repart de la photographie naissante et de tout ce qu'elle a pu produire de domination sociale est aussi ouverte. Donc n'hésitez pas, c'est une très belle exposition. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.